Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Diop, elle est la présidente du caucus des femmes leaders. Bonsoir professeur, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Une campagne que vous comptez lancer pour que les femmes soient beaucoup plus présentes dans l'espace politique. Vous trouvez qu'elles ne le sont pas? En réalité, c'est un programme africain qui concerne 8 pays. Botswana, Zimbabwe, Kenya, Eswatini, et Sénégal, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, etc. Et le caucus a été choisi pour mener en partenariat avec l'IFAN ce programme qui s'appelle WPPP, Participation politique des femmes. Ce sont des études qui ont montré que malgré les avancées qu'on a obtenues, les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans les partis politiques et dans l'espace de gouvernance. Ça rejoignait un peu aussi nos propres analyses après avoir battu campagne en 2010 et après sur la parité pour les législatives et pour les locales. On s'est rendu compte que la loi, elle a été pour nous votée et appliquée, mais elle concerne le scrutin de liste. Or, les postes de décision, c'est un scrutin uninominal dans la gouvernance politique. Et de ce point de vue, il faut renforcer le leadership des femmes et leur capacité à être beaucoup plus présentes. Donc, c'est un constat global pour l'Afrique et le Sénégal n'y échappe pas. Et donc, c'est un programme qui a pour objectif de lancer le dialogue entre l'ensemble des acteurs, des partis politiques, de la société civile, des institutions et surtout de la presse. C'est pourquoi demain, le premier atelier portera sur les femmes dans l'espace médiatique. Et l'atelier se fera à partir des résultats d'une étude de monitoring que nous avons fait en juin-juillet. Et effectivement, les femmes politiques ne sont pas dans les grands plateaux de débat. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? C'est justement cela, c'est l'atelier qui déterminera quelles sont les causes, parce que ce que nous faisons, c'est une recherche-action. Et ce sont les résultats des délibérations, des rencontres qui détermineront le programme pour 2021 et 2022. Parce que c'est un programme sur 3 ans. Nous ferons la même chose en RDC, nous ferons la même chose aussi en Côte d'Ivoire. Donc il y a la presse, c'est demain. Il y aura ensuite les partis politiques. On étudie la gouvernance des partis politiques. Ensuite, il y aura le leadership des jeunes dans l'espace politique. Il y a le Parlement, donc on fera l'Assemblée du Sénégal, mais on ira aussi à la CEDEAO et on ira à l'Union africaine. Donc c'est un processus qui se fait dans chaque région et sous-région et qui se terminera au niveau de l'instance suprême qui est l'Union africaine. Le choix des pays, qu'est-ce qu'il explique également? Est-ce que c'est parce que ce sont les pays-là qui sont le plus touchés par ce phénomène ou pas? C'est parce que, en fait, c'est global pour l'Afrique, mais il fallait qu'il s'adosse sur des institutions qui ont des capacités à pouvoir le mener. Et au Sénégal, ils ont choisi le caucus des femmes leaders avec l'IFAN parce qu'on a eu à montrer les preuves par les produits, par les ouvrages, par les publications, qu'on avait la capacité d'accompagner ce programme qui est la coopération suédoise qui est derrière ce processus-là. Et nous pensons que tout le monde sortira gagnant, à la fois les partis politiques, parce que c'est les principaux bénéficiaires de ce programme. Et ce sont nos États d'une manière générale, parce que le leadership des femmes, ce n'est pas juste leur présence mécanique dans les instances, mais c'est parce que ça doit avoir des effets sur les conditions de vie, sur les lois, et il est démontré par pas mal d'institutions internationales que l'égalité des genres
les prochaines croissances dépendront aussi de l'égalité de genre. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est l'OCDE, c'est le McKinsey Institute. Donc, pas mal d'institutions économiques sérieuses aujourd'hui sont en train de faire ces démonstrations. Donc, nous pensons que ce sont nos pays qui vont en profiter d'une manière générale. Professeur, vous êtes sociologue et vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Pour vous, pourquoi les femmes peinent à jouer les premiers rôles dans les partis politiques? Parce qu'on se rend compte qu'au Sénégal, on n'a jamais eu de présidente. On a eu que 2 femmes premières ministres, Mame Madior Boye et Mimi Touré. Qu'est-ce qui l'explique? Ben, c'est le processus colonial, tout simplement, pour moi. Parce que vous savez très bien que je me bats tout le temps pour qu'on ramène Ndaté à l'ordre du jour. Parce que le premier royaume vaincu par la France avait à sa tête une femme. Donc notre histoire et notre passé a bel et bien donné une position de pouvoir aux femmes, que ce soit au Cayor aussi. Vous avez entendu parler de Biram Yassine Boubou, qui s'est battu pour que son fils soit au pouvoir. Donc vous avez Aline Sitoé Diatta, qui est la dernière résistante à être déportée. Mais quand pendant le processus de la colonisation, les femmes ont donné leur part et ont participé comme les hommes. J'en profite pour saluer une dame qui s'appelle Awa Gueye, qui faisait partie des poseurs de pancartes, quand elle vous raconte tout ce qu'elles ont fait dans le PAI. Mais une fois l'indépendance acquise, les hommes, de manière vraiment égoïste, les ont écartés en mettant l'éducation en avant parce qu'il fallait être scolarisé. Or, le modèle colonial avait exclu les femmes de l'éducation de haut niveau parce qu'elles devaient juste faire de petites études pour être infirmières, sages-femmes et pas plus. Elles sont venues tardivement à l'université. Mais le gap est en train de se résorber au regard des statistiques de l'éducation nationale. Chaque année, nous grignotons des positions. Au primaire, aujourd'hui, dans le secondaire, le premier cycle, les femmes dominent. Et bientôt, ce sera le cas au niveau du bac. Ça, je n'en doute pas. Dans les partis également, c'est vrai que les femmes ne sont pas au devant de la scène, mais le plus souvent, j'ai comme l'impression qu'on accepte la posture qu'on leur donne. En s'occupant de la mobilisation, en restant derrière. Même des fois, quand on essaie de les inviter sur les plateaux de télé, elles se mettent en retrait. Donc, est-ce qu'elles veulent vraiment, disons, occuper ces postes-là et être là pour défendre leur position? Ben, je crois que le monde est en train de bouger, et le Sénégal aussi. Et je crois que les jeunes générations, c'est pourquoi le 3e atelier que nous ferons en novembre s'adressera davantage aux jeunes qui sont dans les partis politiques. Je crois que les paradigmes sont en train de changer. Et si on leur donne la chance et l'opportunité et les connaissances et l'expertise, parce que demain, à l'atelier, nous saurons pourquoi les femmes ne sont pas sur les plateaux de télé. Est-ce que c'est votre faute, à vous, journalistes, qui ne les invitez que dans l'émission qui s'appelle Entre elles? Mais quand il s'agit d'émissions beaucoup plus importantes, grand jury, etc., vous invitez des hommes. Donc tout ça, on verra. Nous n'avons pas de préjugés. Nous sommes dans une logique de recherche. Nous montrerons les faits, ce que le monitoring de juin-juillet nous donne. Évidemment, c'est catastrophique. Mais quand nous comprendrons le pourquoi, nous pourrons trouver des programmes qui aideront à aller de l'avant. Mais nous avons beaucoup d'espoir. Le Sénégal aujourd'hui qui est en train de faire des efforts dans ce sens, mais est-ce que nos textes sont suffisamment adaptés pour que les femmes puissent exiger ces postes-là? De mon point de vue, ce n'est pas les textes. C'est un rapport de force au sein des partis politiques. Parce que la loi, je dis tout le temps aux femmes qui disent que la loi n'est pas appliquée, je le dis, la loi elle est appliquée, parce que la loi s'adresse au scrutin de liste. Maintenant, l'esprit de la loi, parce que nous, quand on se battait pour la parité, ce n'est pas pour qu'on mette la parité partout. Oui. Là où il y a besoin d'expertise, vous n'allez pas poser la parité, ce sera la discrimination positive. Mais dans les espaces politiques où les femmes sont équivalentes des hommes, il n'y a pas de raison qu'on mette plus d'hommes que de femmes. Mais je disais souvent au président Ouad, à Air Sénégal International, vous n'avez pas de femmes pilotes, comment voulez-vous mettre la parité? Parce que lui, il était généreux, il voulait mettre la parité partout. Donc ce n'est pas ça l'esprit de la parité, mais il faut qu'on aille plus loin pour renforcer. On pensait qu'en le faisant, ce serait un coup de pouce qui permettrait, parce que ce n'est pas une question d'expertise, les nominations du Conseil des ministres, et ça, vraiment, le président doit faire un effort. Nous faisons tous les mercredis, tous les jeudis, en tout cas chaque semaine, le relevé des nominations au Conseil des ministres et les hautes fonctions de la République. C'est vraiment dérisoire. Depuis que le président Macky Sall est là, ça varie entre 8 et 14%. C'est extrêmement faible. On ne va pas nous dire
qu'il n'y a pas de femmes administrateurs civils, de femmes enseignantes. Il y a des femmes instruites à ces niveaux, à ces postes, mais parce qu'ils sont dans des logiques de coalition de partis et que ces partis sont dirigés par des hommes, donc c'est un partage de quotas qu'ils se font entre partis et les hommes sont servis parce que c'est eux qui sont les responsables de ces postes. Maintenant, le diagnostic qu'on fera juste d'ici décembre, je l'espère, nous aidera à remobiliser les organisations féminines d'une manière générale. Et je dis qu'il faut qu'on fasse une alliance. Comme Mao Tse-tung disait, il faut encercler les villes par la campagne. Nous disons qu'il faut encercler les partis politiques par la société civile et que les femmes de la société civile puissent aider les femmes qui sont dans les partis. Parce que quand elles sont seules face à ces hommes, elles sont obligées de suivre la loi du plus fort. Mais si on sent qu'il y a peut-être une force sociale derrière, capable de les soutenir quand elles sont en position de faiblesse, peut-être que ça ira mieux. En tout cas... Il y a aussi la condition de femme. Elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ont mais Ndate Yalla était mariée, Ndate Yalla avait des enfants, et Ndate Yalla avait Sidi, Ndate Yalla, donc elle a... Non, ce n'est pas l'explication. C'est-à-dire c'est l'explication dans le contexte actuel. Mais ce qui est important, c'est de savoir que la mixité, d'une manière générale, elle est favorable. Parce que chacun a des expériences et des aptitudes différentes de l'autre. Et que quand chacun amène sa part, c'est là où tout le monde gagne. Donc, de toute façon, depuis que les hommes gouvernent au Sénégal, en tout cas, on voit les résultats, c'est la catastrophe. mais si on parle de texte, les femmes ne sont pas considérées comme des agents économiques. Parce que même si vous regardez quand même le code de la famille, elles sont dépendantes des chefs de ménage. Et ces chefs de ménage-là sont des hommes. Est-ce que cela ne pose pas problème également? C'est ça l'absurdité. Parce que dans la réalité, moi, quand je faisais des études à Médina Gounass ici, on s'était rendu compte, on connaissait les revenus des hommes. Et on a fait 3 mois d'enquête budget ménage et on s'est rendu compte que le ménage dépensait 3 fois plus que le revenu du mari. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le rôle des tontines, etc. Donc en réalité, dans un pays où il y a la pauvreté, là, où il y a le chômage, comment voulez-vous que les hommes aujourd'hui soient capables de prendre en charge la totalité de la famille? C'est faux. C'est-à-dire chacun apporte sa part. Maintenant, c'est un système politique qui est là, qui a une orientation qui finalement, à terme, n'est pas bénéfique pour la population d'une manière générale. Il faut que chacun, là où il a ses capacités, qu'on lui donne la possibilité de son plein épanouissement. Et c'est là où tout le monde va gagner. Et je crois que cette recherche-action sera utile pour les partis, mais sera utile pour toutes nos institutions et pour nos pays. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Sénégal, comme je vous dis, il s'agit de 8 pays africains. Et nous avons la charge de 3 pays francophones, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RDC. Quand je dis nous, je suis responsable du programme, mais c'est l'IFAN qui, en fait, abrite le programme. Un diagnostic qui sera effectué, quel sort sera réservé au document final qui sera produit après ces concertations? Vous savez, donc, nous avons dit, ça s'appelle dialogue politique et leadership des femmes. Dans d'autres espaces, ils ont été beaucoup plus agressifs. Par exemple, nos amis du Kenya, ils disent police dialogue, women take lead. Les femmes prennent le devant. Donc, nous pensons que dans notre espace à nous, on n'a pas besoin de cette agressivité. Donc, à chaque contexte particulier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'une confrontation ni d'un affrontement, mais il s'agit, nous sommes dans une logique de recherche, de comprendre quelles sont les contraintes à notre développement, à notre épanouissement. Parce que le problème de la position des femmes, ce n'est pas juste pour qu'elles occupent des postes, qu'elles soient à l'Assemblée pour être là présentes, mais c'est de voir quel effet ça va avoir sur la construction nationale, sur le développement d'une manière générale. Et si tout le monde le comprend de cette manière, cela se passera bien. En tout cas, demain, nous serons là-bas et c'est Aminata Mbengue Ndiaye, président du Haut Conseil et secrétaire général du Parti socialiste, qui était aussi membre du comité directeur du caucus des femmes leaders, qui était dirigé par Maïmouna Kane, feu Maïmouna Kane, et évidemment demain nous penserons aussi à elle. Donc c'est une occasion de remobiliser tous ces réseaux de femmes pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous ai suivi la dernière fois avec Fatou Bintou Yafa, qui a fait un très bel exposé aujourd'hui. Donc ça veut dire que peut-être on est en train de renaître, parce qu'après la parité, c'est comme si les hommes ont voulu nous dire vous arrêtez là. Donc vous avez obtenu votre loi, ça suffit. Et on sent un blocage net sur la progression des femmes sur la plupart des instances de décision dans ce pays. Et quand nous resterons, parce que l'IFAN étant un espace universitaire, un espace de neutralité, les résultats qui vont en sortir vont davantage, je crois, convaincre toutes les institutions
et tous nos gouvernements pour qu'ils sachent que, en fait, ce n'est pas juste des féministes qui sont en train de se battre, mais c'est un travail qui a aussi son intérêt. J'espérais que vous allez quand même donner au président de la République un exemplaire de Mais vos bien sûr, résultats, parce que si vous voyez dans le PSE, la femme occupe une place importante. Ah non, c'est là où vous trompez. Mais c'est inscrit quand même. Nous avons fait le diagnostic. Ouais. Et dans le PSE, les femmes sont prises dans une approche tout à fait sociale. Okay. Elles sont où? Dans l'habitat social. Ouais. Elles sont où? Dans l'agriculture paysanne et dans le familial et dans le microcrédit. Dans l'agrobusiness, dans les grandes entreprises, les femmes ne sont absolument pas là. Et quand nous regardons les indicateurs du PSE, ce qu'on leur reproche, l'emploi promis, on nous dit nulle part quelles sont la part qui reviendra à offre. Sur le plan des indicateurs, c'est extrêmement faible. L'esprit du PSE est un esprit intéressant, mais le PSE, en termes de prise en compte du genre, c'est une déclaration. Quand on est vraiment un chercheur, c'est très facile de le démontrer et de le démonter. Autre chose, Daouda, c'est la situation en Guinée. On le disait tout à l'heure, vous êtes sociologue. On a vu également que ces derniers jours, beaucoup de manifestations ont été enregistrées, notamment après la proclamation des résultats du premier tour. Comment aujourd'hui analysez-vous ce qui se passe dans ce pays frère? C'est dommage, je connais beaucoup ce pays, je travaille depuis très longtemps avec ce pays, le dernier, avec le système des Nations Unies, depuis le temps de Lassana Conté. Il y a récemment relativement, quand le général Lamine Cissé à son âme était là aussi, on a travaillé ensemble pour former les forces de défense et de sécurité sur les violences faites aux femmes. Et on leur a fait un manuel parce que c'était après l'affaire du stade du 28 septembre en 2009, le massacre. Et c'est de cela qu'on a peur. À chaque fois qu'il y a des crises, ce sont les femmes qui vont payer le prix. Nous avons fait le même travail aussi, mais ça en termes de recherche pour la Côte d'Ivoire, quand il y a eu le drame du Pougon, nous étions là-bas. Donc ce sont les femmes qui sont des armes de guerre en réalité. Maintenant, cette instabilité, elle est contagieuse. C'est-à-dire, c'est des cycles. On a connu des cycles de stabilité, de démocratie avec les années 90. On a dit oui, c'est l'ère de la démocratie, du multipartisme, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, on est en train de nous reformer sur nous-mêmes. Au moment où un pays comme le Botswana, un pays qui est beaucoup très cité, le président termine son deuxième mandat et a invité tout le monde, y compris ses opposants, à venir fêter son départ. C'est quand même magnifique. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Cap-Vert. Combien d'alternances là-bas? Tous les présidents, vous allez vous rentrer chez eux. On a le Ghana. Donc, on a des exemples quand même en Afrique, que ce soit francophone ou plutôt anglophone ou lusophone, on a de très bons exemples. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEDEAO? C'est là où il faut dénoncer aussi quand même, à mon avis, l'incapacité d'anticipation de nos institutions sous-régionales. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre que le mal soit fait pour qu'on se lève. On s'est quand même levé pour la Gambie. Qu'est-ce qui les empêche aussi de se lever plus tôt pour d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays comme la Guinée? Parce que pour nous, le problème, c'est que nous sommes tous imbriqués dans cet ancien empire du Manding, où nous étions tous partie prenante. Et ce qui va se passer en Guinée, s'il y a des grappes, les gens viendront se réfugier chez nous et vice-versa. Donc, nous ne serons pas indemnes, comme on dit, quand la case du voisin brûle. Ça aussi, ça va avoir un impact chez toi. Mais on parle du vote ethniciste. Comment comprendre qu'en Guinée, où les peuples sont majoritaires, qu'on n'ait jamais eu de président? Ils ne sont pas majoritaires. Ah oui? Non, ils ne sont pas majoritaires. Il y a 3 grands groupes. Okay. Il y a les Manding, il y a les Soussous, les Malinké, les Soussous et les Peuls. Ils sont une très forte minorité, mais ils ne sont pas majoritaires. Bon, c'est vrai, le problème, c'est la question identitaire qui est aujourd'hui en train de revenir sous des formes ou sous une autre. Et nul ne peut échapper à cela. Que les gens ne pensent pas qu'ils sont à l'abri, y compris le Sénégal. Ne croyons pas que nous pouvons être à l'abri. La Côte d'Ivoire a connu ces moments de grâce où tout le monde y allait. Les Sénégalais ont immigré, c'est-à-dire nos enseignants ont immigré pour aller former les gens de la Côte d'Ivoire. C'était le havre de paix pour l'Afrique de l'Ouest. Et on a vu ce qui s'est passé par la faute de qui? De leaders, c'est-à-dire de leaders dangereux. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leurs propres intérêts et leurs intérêts immédiats. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, on a un cycle, ceux qui ont ouvert l'indépendance avec beaucoup de générosité, qui ne cherchaient pas du tout l'argent. Quand on vous raconte l'histoire de chacun de ces premiers présidents, vous êtes fascinés.
peu importe ce qu'on leur reproche. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à une ère où c'est l'argent qui est le but principal. Et il n'y a pas de... En tout cas, c'est un problème assez difficile. Et il faut beaucoup d'études et de réflexion pour que tous nos pays puissent s'en sortir. Ce n'est pas simplement la Guinée, nous devons tous nous en sortir ensemble avec la Guinée. Et la société civile dans tout cela? Ben, la société civile, ça dépend de chaque étape et de chaque moment et dans chaque pays, de ses capacités et de ses forces. La société civile, c'est tout le monde, ce n'est pas juste les groupes organisés que vous apercevez à la télé. C'est la société civile, c'est-à-dire c'est la population d'une manière générale qui réagit et qui sauve les peuples. Donc nous avons pas mal de formes d'organisation, de structures, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient associatives, qu'elles soient ONG, forme nouvelle. Donc les populations ne resteront pas inertes. Elles s'organiseront selon leurs moyens et leur niveau. Maintenant, ce que vous appelez la société civile officielle, intellectuelle, bon, elle a connu des moments et maintenant elle est en moment de reflux. Donc il y a un déclin du mouvement social d'une manière générale, qu'il soit féminin ou masculin. Merci. Merci beaucoup, professeur Fatou Sow Sarr, la présidente du caucus des femmes leaders. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous sur nos antennes à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme.